Bonjour. Passons maintenant au deuxième cours du premier chapitre. Ce cours est intitulé Classification des micro-organismes. Comme nous l'avons vu dans le premier cours, les micro-organismes peuvent être divisés en deux groupes en fonction de la présence ou non d'un vrai noyau. Nous avons d'un côté les prokaryotes, représentés par les bactéries, qui n'ont pas de membrane nucléaire. Donc le matériel génétique est dans une région appelée nucléoïde. Les eucaryotes, quant à eux, ont une membrane nucléaire et un vrai noyau. Voici quelques différences entre les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Premièrement, la taille. Les cellules eucaryotes ont une taille supérieure à celle des prokaryotes, qui eux-mêmes ont une taille supérieure, bien supérieure à celle des virus. En moyenne, la taille des eucaryotes varie entre 10 et 100 micromètres. Quant à celle des prokaryotes, donc des bactéries, elle varie entre 1 et 10 micromètres. La taille des virus est de l'ordre du nanomètre. Donc comparativement aux cellules eucaryotes et aux cellules prokaryotes, ils sont bien plus petits. Passons maintenant à l'appareil nucléaire. Chez les eucaryotes, nous retrouvons un vrai noyau, qui est composé d'une enveloppe nucléaire ou d'une membrane nucléaire, qui est elle-même composée d'une membrane externe et d'une membrane interne. Le nucléole, qui est le siège de l'assemblage des ribosomes. La chromatine, qui comporte le matériel génétique ou les chromosomes. Elle est composée d'hétérochromatine qui apparaît en foncé et la euchromatine qui apparaît en clair. Cette dernière est plus active génétiquement, c'est le siège de la transcription de l'ADN en ARN messager. Le noyau comporte également des pores nucléaires qui vont laisser passer des molécules entre l'intérieur du noyau et le cytoplasme. Voyons maintenant plus en détail la chromatine. Donc, comme nous le voyons, l'hétérochromatine est plus dense, alors que la euchromatine est plus distendue. Donc, elle laisse passer les enzymes pour pouvoir faire la transcription. La chromatine, en général, est composée d'octamères d'histone. Donc, ce sont des protéines autour desquelles on retrouve l'ADN. Par contre, chez les prokaryotes, il n'y a pas de vrai noyau et pas d'enveloppe nucléaire. Pas d'histone, uniquement chez les archées, alors que chez les eubactéries, on retrouve d'autres protéines telles que la spermine ou la spermidine. Donc, comme nous le voyons à l'image, on retrouve un chromosome circulaire qu'on retrouve dans une région appelée nucléoïde. Et ce chromosome est haploïde, c'est-à-dire unique, contrairement aux eucaryotes où on retrouve généralement un chromosome linéaire et diploïde. Donc on retrouve deux chromosomes collés l'un à l'autre. On retrouve également un matériel génétique chez les eucaryotes au niveau des mitochondries, mais également au niveau des chloroplastes pour les espèces qui font la photosynthèse. Par contre, chez les prokaryotes, on retrouve un autre matériel génétique, ou un autre génophore, uniquement chez les plasmides, et chez certaines bactéries uniquement. Passons maintenant au cytoplasme. Les eucaryotes comportent un cytosquelette. Ce cytosquelette a plusieurs fonctions, comme donner la forme à la cellule. Ce cytosquelette est composé de microtubules, de microfilaments et de filaments intermédiaires. Ce sont des protéines. Donc, comme je l'ai dit, ce cytosquelette a plusieurs fonctions, comme donner la forme, la création de compartiments, c'est-à-dire qu'il va diviser la cellule en plusieurs parties, le transport interne et la mobilité de la cellule.
De l'autre côté, les prokaryotes n'ont pas de cytosquelette. Et la forme est généralement conférée par la paroi. Alors, nous avons des ribosomes différents entre les eucaryotes et les prokaryotes. Les ribosomes des eucaryotes ont un coefficient de sédimentation de 80S. Ils peuvent être libres ou liés au réticulum endoplasmique. Par contre, les ribosomes des prokaryotes sont uniquement libres et ils ont un coefficient de sédimentation de 70S. Donc voici les ribosomes des prokaryotes et les ribosomes des eucaryotes. Un ribosome est composé d'une petite sous-unité et d'une grande sous-unité. Chaque sous-unité est composée d'ARN ribosomique et de protéines. Si nous prenons par exemple les ribosomes des prokaryotes, la grande sous-unité est composée d'un ARN ribosomique de 23S et d'un petit ARN ribosomique de 5S plus 31 protéines. Le total fait une sous-unité de 50S et une petite sous-unité composée d'un ARN ribosomique de 16S plus 21 protéines, ce qui va donner un total d'une petite sous-unité d'un coefficient de sédimentation 30S. Le total donne un ribosome 70S. La même chose pour les ribosomes des eucaryotes, où vous avez des ARN ribosomiques et des protéines. Le total vous donne un ribosome avec un coefficient de sédimentation de 80S. Chez les eucaryotes, nous avons la présence d'autres organites, tels que le réticulum endoplasmique lisse et rugueux, l'appareil de Golgi, les mitochondries, les lysosomes, etc. Chez les prokaryotes, il n'y a pas tous ces organites. Chez les eucaryotes, nous avons la présence de chloroplastes chez les algues et chez les plantes, qui vont permettre de faire la photosynthèse. Chez les prokaryotes, il y a absence de chloroplastes, mais il y a un équivalent qu'on appelle chromatophore chez les bactéries photosynthétiques. L'ARN messager chez les prokaryotes est transcrit directement dans le cytoplasme. Par contre, chez les eucaryotes, cela se fait à l'intérieur du noyau. Passons maintenant à la paroi. Chez les eucaryotes, la paroi est inconstante, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver une paroi chez tous les eucaryotes. Elle peut être constituée de cellulose, chez les algues vertes par exemple, ou de chitine chez les champignons. Ils sont généralement de nature polysaccharidique, donc des sucres. Par contre, chez les prokaryotes, elle est constante, c'est-à-dire 99% des espèces bactériennes ou de prokaryotes ont une paroi. Et elle est généralement constituée de peptidoglycanes, sauf pour les archées, qui ont des parois avec des compositions variables. Concernant la mobilité bactérienne, certaines cellules eucaryotes peuvent avoir des flagelles ou des cils qui sont faits de tubuline. Donc, une protéine appelée tubuline. Donc, voici à gauche les flagelles et à droite les cils qui peuvent entourer certaines cellules eucaryotes. Par contre, chez les prokaryotes, il n'y a pas de cils. Il y a uniquement des flagelles. Ces flagelles sont composés de flagelline. C'est une protéine. Concernant l'absorption par la cellule, les eucaryotes sont capables de faire l'endocytose, c'est-à-dire faire entrer des particules
soit solides, donc la phagocytose, soit des particules liquides. Dans ce cas-là, ça sera la pinocytose. Donc voici le cas de la phagocytose. Donc c'est quand la particule est solide. Et voici le cas de la pinocytose. C'est quand la cellule eucaryote fait rentrer un liquide. Les cellules eucaryotes sont capables également de faire l'exocytose, c'est-à-dire faire sortir des composés de la cellule grâce à des vésicules. Chez les prokaryotes, il y a absence d'endocytose et d'exocytose. Concernant la division et la reproduction des prokaryotes et des eucaryotes, cela se passe différemment. Commençons par les eucaryotes. La division binaire s'appelle la mitose, c'est-à-dire que le passage d'une cellule mère à deux cellules filles s'appelle la mitose. Par contre, chez les prokaryotes, la division binaire est appelée scissiparité ou fission binaire. Dans le principe, c'est la même chose, mais en pratique, certaines étapes sont différentes. Donc, comme vous le voyez chez les eucaryotes, nous avons une réplication de l'ADN ou des chromosomes. Ces chromosomes vont migrer vers les extrémités et on aura deux cellules diploïdes, donc identiques à la cellule mère. Chez les prokaryotes, par contre, vous avez un chromosome circulaire qui va répliquer. Ces chromosomes vont aller vers les côtés après l'élongation cellulaire et on aura deux cellules filles identiques avec deux chromosomes circulaires identiques. Donc voici comment se passe la mitose chez les eucaryotes. Il y a d'abord une réplication, les chromosomes vont migrer et vous avez une division qui va se faire. Voici la scissiparité chez les bactéries. Le chromosome va répliquer, ils vont aller vers les extrémités et la cellule va se diviser. Concernant la reproduction sexuée, chez les eucaryotes, c'est une fusion de deux cellules reproductrices, mâle et femelle, et formation d'un zygote diploïde, 2-1. Donc les cellules reproductrices sont haploïdes, donc un seul N. Par contre, chez les prokaryotes, la reproduction sexuée n'est pas équivalente, c'est-à-dire que nous n'avons pas de mâle et de femelle. Elle est rare et elle est variée. En général, c'est un transfert de matériel génétique uniquement. Chez les eucaryotes, il y a présence d'une division réductrice, donc pour donner des gamètes, elle s'appelle la méiose. Alors que chez les prokaryotes, elle est inexistante. La méiose permet d'obtenir à partir d'une cellule 2N, diploïde, des cellules haploïdes, un seul N. Donc pour pouvoir faire la reproduction sexuée. Voici la méiose, ou les différentes étapes de la méiose. Il y a d'abord une réplication. Ensuite, les chromosomes vont se mélanger. Ensuite, on aura des divisions successives qui vont nous permettre d'avoir des cellules un seul N. En sachant qu'il existe des cellules eucaryotes et prokaryotes, et en sachant également qu'il existe des organismes pluricellulaires, unicellulaires et acellulaires, les micro-organismes peuvent être divisés comme suit. Donc nous avons les organismes ou les micro-organismes cellulaires, donc qui comportent au moins une cellule, tels que les champignons, les protistes, les bactéries et les archées. Et nous avons les micro-organismes
acellulaires, donc qui n'ont pas de cellules. Ce sont les virus, les viroïdes, les virusoïdes et les prions. Les virus sont composés de protéines et d'acides nucléiques, c'est-à-dire protéines plus ADN ou protéines plus ARN, jamais les deux. Les viroïdes sont composés uniquement d'ARN, comme les virusoïdes. Par contre, les prions, ce sont des protéines. Chez les organismes cellulaires, nous avons les eucaryotes et nous avons les prokaryotes. Chez les prokaryotes, les organismes sont uniquement unicellulaires, donc ce sont des bactéries, soit les eubactéries, soit les archébactéries. Et chez les eucaryotes, ils sont soit unicellulaires, soit pluricellulaires. Donc nous avons les champignons, avec les levures et les moisissures. Et nous avons ce qu'on rassemble sous le terme protistes, donc les algues, microalgues, les protozoaires et les myxomycètes. Donc les myxomycètes est un mélange de champignons et de protozoaires. C'est-à-dire qu'à un stade de leur vie, ils vont se comporter comme des champignons et à l'autre stade, ils vont se comporter comme des protozoaires. Commençons par les micro-organismes acellulaires, donc qui n'ont ni cellules, ni noyau, ni cytoplasme, ni organite, ni membrane. Ce sont les plus petits micro-organismes connus. Commençons par les micro-organismes acellulaires. Le plus connu d'entre eux est le virus. Les virus sont composés d'acides nucléiques, donc d'ADN ou d'ARN, jamais les deux, plus des protéines. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans un hôte. En l'absence d'une cellule hôte, ils ne peuvent pas faire la réplication. Ils provoquent de nombreuses maladies ou pathologies, que ce soit chez les animaux ou les végétaux. Donc ils sont composés d'ADN ou d'ARN et d'une capside de nature protéique qui entoure le matériel génétique. En plus de la capside, ils peuvent être entourés d'une enveloppe protéique. Donc nous avons les virus nus, donc sans enveloppe protéique, et les virus contenus dans une enveloppe protéique ou une enveloppe virale. Nous avons les deux cas. Voici à quoi ressemble un virus. En plus de ce que nous avons dit tout à l'heure, le virus est composé d'acides nucléiques, de capsides, d'une enveloppe, et parfois il renferme des spicules qui vont permettre au virus de se fixer aux cellules hôtes et d'y pénétrer. Les virus peuvent avoir des formes différentes. Ils peuvent être cylindriques. Ils peuvent être sous forme d'icocèdre ou plus complexes, c'est-à-dire avoir une forme mixte, comme c'est le cas chez les bactériophages. Ce sont des virus qui s'attaquent aux bactéries. On peut classer les virus selon la nature de leur génome. Dans ce cas, on retrouve 5 types. Les virus ARN simple brun, donc monocaténaires. Les virus à ADN simple brun. Les virus à ARN double brun. Les virus à ADN double brun. Et les virus utilisant la transcriptase inverse pour leur réplication. Donc ce sont des virus qui vont utiliser une enzyme qui va permettre de transformer leur ARN en ADN ou l'inverse, à l'intérieur de la cellule hôte. Donc comme vous le voyez sur le schéma, un ARN s'est transformé en ADN. Passons maintenant aux prions, qui sont des micro-organismes acellulaires. Le prion est une protéine inerte
constituée d'acides aminés. Cette protéine ne se reproduit pas et ne provoque pas de réaction immunitaire chez l'hôte. Elle est transmise généralement par voie alimentaire. Elle provoque des maladies neurodégénératives chez les mammifères. On peut retrouver la protéine prion normale chez les mammifères, mais quand elle change de forme et qu'elle devient un prion anormal, c'est-à-dire qu'elle se referme sur elle-même, elle migre vers les cellules du cerveau et peuvent provoquer des troubles neurodégénératifs. Nous avons également les viroïdes, qui sont plus petits que les virus. Ils sont composés uniquement d'ARN monocaténaire bouclé sur lui-même. Il est composé d'environ 300 nucléotides. Voici à l'image à quoi ressemble un viroïde. Les viroïdes contaminent les plantes via leur système de vascularisation, donc d'où passe la sève. Ils sont transmis soit par reproduction végétale, soit lors de contact entre plantes blessées ou par les insectes. Ces viroïdes ne codent pas de protéines, mais modifient l'expression des protéines des plantes et les rendent ainsi malades. La réplication des viroïdes se fait au niveau du noyau. Donc pour récapituler, le viroïde est plus petit que le virus. Il est composé d'un ARN monocaténaire bouclé sur lui-même, donc fermé sur lui-même. Il contamine uniquement les plantes. Il ne code pas de protéines, mais modifie l'expression des protéines. Et la réplication se fait dans le noyau. Nous avons également les virusoïdes, qui ressemblent aux viroïdes. C'est une molécule d'ARN simple bras circulaire, donc fermée sur elle-même. Tout comme les viroïdes, ils sont dépourvus de capsides et d'enveloppes. Par contre, ils nécessitent un virus auxiliaire pour infecter l'hôte. C'est-à-dire que le virusoïde ne peut pas se déplacer sans un virus qui va co-infecter la cellule. Par contre, contrairement aux viroïdes, ils provoquent des maladies graves chez les animaux et non pas chez les plantes. Et leur réplication se fait dans le cytoplasme. Passons maintenant aux micro-organismes cellulaires. Les micro-organismes cellulaires peuvent être soit unis ou pluricellulaires, soit prokaryotes ou eucaryotes. Commençons par les bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes prokaryotes, donc ils n'ont pas de véritable noyau, mais ils ont un nucléoïde. Ce sont également des micro-organismes unicellulaires, composés d'une seule cellule. On retrouve deux formes majeures, la forme sphérique, ou coque, ou cylindrique, appelée également bacille. Mais il existe également d'autres formes. Leur taille est de l'ordre du micromètre, en général entre 1 et 10 micromètres. Ils peuvent être divisés en deux grands groupes, ou deux grands domaines. Les eubactéries, qui vivent dans des conditions normales de température, de pH, de salinité, et qui sont ubiquitaires. Et nous retrouvons également les archées, ou les archébactéries, ou archées, qui vivent dans des conditions extrêmes, soit des températures élevées ou faibles, une forte salinité, un pH faible ou élevé, pas d'oxygène, etc. Passons maintenant aux micro-organismes cellulaires eucaryotes. Nous avons d'abord les algues microscopiques ou les microalgues. Elles sont souvent unicellulaires, parfois pluricellulaires. Dans ce cas-là, les cellules sont indifférenciées. On dit qu'elles forment un thalle. Voici une algue unicellulaire. Et voici le thalle formé quand elles sont pluricellulaires.
Leur paroi est généralement composée de cellulose, surtout chez les microalgues vertes. Elles sont autotrophes, donc elles peuvent se nourrir par elles-mêmes et obtiennent leur énergie par photosynthèse grâce aux pigments tels que la chlorophylle, toujours dans le cas des microalgues vertes. Elles ont en moyenne un diamètre allant de 1 à 30 micromètres et ce sont les constituants majeurs du phytoplancton, donc la flore marine. Elles peuvent se développer dans les eaux douces, mais peuvent également se développer dans les systèmes marins. Les microalgues peuvent être classées selon leur structure, leurs pigments photosynthétiques ou leur cycle de vie. Plusieurs classifications existent. Passons maintenant aux protozoaires. Les protozoaires sont toujours unicellulaires. Ce sont également des eucaryotes, pour ne pas oublier. Leur structure cellulaire est proche de celle des animaux, c'est pour ça qu'on les appelle proto, donc primitifs, et zoaires, animaux. Ils sont hétérotrophes, ils n'ont pas de paroi, donc la membrane plasmique est en contact avec le milieu extérieur. Ils ingèrent des matières organiques ou d'autres micro-organismes pour se nourrir. Certains sont pathogènes pour l'homme et les animaux, mais d'autres sont bénéfiques et facilitent la digestion de la cellulose chez les animaux. Les protozoaires peuvent être classés selon différents modes. L'une des classifications les plus connues est le mode de locomotion ou de déplacement. Dans ce cas-là, on retrouve 4 types de protozoaires. Nous avons d'abord les rhizopodes. Rhizo qui veut dire racine et pod, pied, donc qui comportent des pseudopodes. Ces pseudopodes sont des prolongements de la membrane cytoplasmique qui vont se comporter comme des doigts pour se déplacer. Nous avons les flagellés qui se déplacent grâce à des flagelles, des ciliés qui ont des cils. Ces cils vont vibrer et cette vibration va permettre à la cellule de bouger. Et enfin, nous avons les sporozoaires qui n'ont pas de moyen de locomotion. Passons enfin aux champignons microscopiques ou fungi. Ils peuvent être soit unicellulaires, comme dans le cas des levures, soit pluricellulaires, comme les moisissures. Les moisissures sont composées de filaments appelés hyphes. L'ensemble de ces filaments forme un mycélium. Il y a présence de parois chez les champignons microscopiques. Elle est généralement composée de chitine. Pour se nourrir, ils absorbent les nutriments dans leur environnement, même les molécules organiques. Certains ont un rôle bénéfique, comme dans la fabrication d'aliments, le pain, le fromage, ou la fabrication d'antibiotiques. D'autres provoquent au contraire des maladies chez les animaux, les plantes et les humains. Ils se reproduisent généralement de manière asexuée, mais la reproduction sexuée peut exister. Commençons par les levures. Les levures sont généralement unicellulaires, donc composées d'une seule cellule. Leur taille varie entre 2 et 50 micromètres. Elles se reproduisent par bourgeonnement. Donc c'est un type de division qui est proche de la mitose. Sauf que la cellule mère va donner une grande cellule fille et une petite cellule fille. Elles peuvent se présenter sous plusieurs formes, soit sphériques, ovoïdes, allongées, triangulaires, mais la plus répandue est la forme ronde ou ovalaire. Certaines levures peuvent former un pseudomycélium ou un vrai mycélium. Donc soit un pseudofilament ou un vrai filament. Donc regardez dans le cas des pseudomycéliums, ce sont des levures qui se divisent et qui restent collées entre elles. Le résultat est qu'elles ressemblent à un mycélium. Elles ressemblent uniquement, c'est pour ça qu'on les appelle pseudomycéliums. Dans ce cas-là, le nombre de cellules est également restreint, petit.
Par contre, quand elles forment un vrai mycélium, le nombre de cellules est élevé et l'organisation est un peu plus complexe. Passons maintenant aux moisissures. Les moisissures sont des champignons pluricellulaires eucaryotes et hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir dans leur milieu. Ils se propagent très rapidement. Ils sont formés de filaments appelés hyphes. L'ensemble de ces hyphes vont former un mycélium. La paroi cellulaire responsable de leur forme est riche en cellulose et en chitine. Certains vivent en symbiose avec les végétaux, d'autres provoquent des maladies, sont donc parasites des végétaux et des animaux. Parfois, ils sont simplement saprophytes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de matière organique en l'absence d'un hôte. Ils se reproduisent le plus souvent de manière asexuée, mais la reproduction sexuée peut exister. Lors de la reproduction asexuée, l'organe utilisé sera les conidiophores. Lors de la reproduction sexuée, nous aurons l'antéridie et l'ascogone, donc l'équivalent du mâle et de la femelle. Donc voyons le cycle asexué. Donc, les conidiophores vont relâcher des conidies qui vont se développer et qui vont former des filaments puis un mycélium. Dans le cycle sexué, vous avez l'antéridie, l'équivalent du mâle, et l'ascogone, l'équivalent de la femelle. Des asques vont se développer au niveau de l'ascogone. Donc c'est un sac rempli de spores ou d'ascospores. Ces spores, une fois relâchés, vont former, comme les conidies, des filaments, puis un mycélium. Il existe deux types de moisissures, donc selon la présence ou non de cloisons. Nous avons les phycomycètes, dont les cloisons sont absentes. On dit dans ce cas-là que le filament ou le thalle est siphonné ou sénocytique. Les cellules ne sont pas séparées par des parois, comme vous le voyez à l'image. Par contre, chez les septomycètes, on dit que le thalle est septé ou cloisonné, c'est-à-dire qu'il existe des séparations entre chaque cellule. Il y a par contre des perforations ou des trous qui vont assurer la communication entre les différentes cellules de l'hyphe. Merci pour votre attention. Bonne révision.